Ok, let's go. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rookscast. Moi, c'est Max, je suis kiné du sport et sportif aussi d'ailleurs. Et chaque semaine, on se retrouve pour explorer un nouveau sujet passionnant sur le corps, sur son fonctionnement, sur le sport en général ou sur quelques petits fonctionnements au niveau du cerveau. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire du sport en pleine santé et le plus longtemps possible. Alors avec le Rookscast, vous en saurez plus sur vous-même, vous allez mieux vous connaître et qui sait, et on l'espère, vous allez sans doute améliorer vos perfs, que ce soit à la salle, en course à pied ou ailleurs. Ok ? Alors chaussez vos baskets, on met les écouteurs et puis c'est parti. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la continuité des podcasts précédents qu'on vous invite forcément à réécouter. Et oui, on fait déjà de l'auto. De l'auto quoi ? De l'autopropagande, de l'autopublicité. Bref, passons. On a vu tout ce qui était résilience, on a vu tout ce qui était antifragilité précédemment. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus dans le cœur du sujet, on va approfondir. Parce qu'on vous a parlé des os également, on vous a parlé des muscles, on vous a parlé de la capacité d'adaptation de tout ce petit monde. Et justement, vous vous êtes sans doute déjà demandé pourquoi les os ne s'effondrent pas sous notre propre poids quand il y a des tonnes de pression dessus chaque jour, quand vous êtes à la salle. Pourquoi les tendons deviennent plus résistants quand on s'entraîne. Pourquoi, tout simplement. Pourquoi une cellule musculaire sait exactement qu'elle est en train d'être étirée alors qu'elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas de cerveau, elle n'a pas de conscience, c'est une cellule. Eh bien, la réponse, elle tient juste en un petit mot, enfin petit, pas tellement, mais juste un mot que vous allez retenir après cet épisode. Et ce mot, c'est la mécanotransduction. Ok ? Et comme dit, dans le podcast précédent, on a parlé d'antifragilité. Donc de cette capacité à devenir plus fort grâce au stress. Et aujourd'hui, on va ouvrir un petit peu le capot de la machine, de la machina. On va regarder le motore et on va comprendre comment, biologiquement, au niveau de la petite cellule, le corps va transformer une contrainte mécanique en un signal de construction, de réparation, d'adaptation. Pourquoi c'est magique ce petit truc ? Parce que l'antifragilité, c'est l'idée, ok ? La mécanotransduction, c'est le mécanisme qui va rendre l'idée réelle, ok ? Alors installez-vous tranquillement, faites votre batch cooking, ou alors mettez les pompes pour aller faire un petit run, et aujourd'hui on plonge dans la bio. Partie 1, on va voir ce que c'est la mécanotransduction, ok ? En 2, on va voir les mécanismes moléculaires qui sont derrière, parce que c'est toujours sympa, c'est toujours plus sympa que les cours de physique qu'on a eu au lycée. Et forcément en 3, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'application clinique. Comment dans la vraie vie ça fonctionne, ok ? Et ensuite, on va voir que comme tout, il peut y avoir des petites limites et que faut gérer un petit peu la dose, ok ? C'est comme la coke, mais bon, c'est mieux que la coke, on va pas se le cacher. Donc primo, c'est quoi ? La mécanotransduction, le terme en lui-même. Parce que il est long, il est intimidant, mais en fait, il n'y a rien de spécial. Et donc, on le coupe en deux. Il y a mécano et transduction. La mécano, ça vient du grec mécané. Donc, c'est simplement la machine, la force. C'est la dimension physique, la mécanique, la pressione, la traction, la compressione, la césarienne. C'est tous les principes mécaniques, physiques qui vont impacter, entre guillemets, votre corps. Ok ? Donc, pression, traction, compression, cisaillement. Peut-être que vous le comprendrez mieux sans l'accent. Et ensuite, on a la transduction. Ok ? Et effectivement, ça a un petit lien, ça nous fait penser à tout ce qui est électronique, électricité. En biologie, ça désigne tout simplement le process par lequel un signal est converti en une forme ou une autre. Donc, exactement comme le micro dans lequel je vous parle convertit les vibrations sonores en un signal électrique qui est ensuite envoyé dans votre petites oreilles et que vous adorez écouter, je l'espère. Et d'ailleurs, si vous adorez écouter ces petits podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire pour nous indiquer si vous avez apprécié le podcast, s'il y a des petites modifications à faire, si vous avez des commentaires, n'importe lesquels, et à rajouter quelques petites étoiles si vous êtes sur une plateforme de podcast, un petit like sur YouTube, ça fait vraiment très plaisir et ça m'encourage à continuer ces petites choses. Et on revient tout de suite au podcast. Donc, la mécanotransduction, c'est littéralement la conversion d'une force mécanique en un signal biologique. C'est juste le process par lequel nos petites cellules, elles sentent qu'une contrainte va venir s'exercer sur elles-mêmes. Et ensuite, elles vont répondre forcément par la suite à cette contrainte. Et ce qui est génial en plus, c'est que c'est universel. Donc que ce soit un os qui supporte le poids du corps, un tendon qui va venir transmettre la force du muscle, ou le cartilage qui va venir absorber le choc, que ce soit une cellule cardiaque qui s'étire à chaque battement, ou une cellule endothéliale, donc c'est les cellules qui sont dans les vaisseaux sanguins, qui va détecter le flux sanguin et qui va s'y accorder, toutes ces cellules vont faire de la mécanotransduction en permanence. C'est du 24/24, c'est du 7 jours sur 7, c'est un peu comme le McDo aux US, mais c'est en mieux.
Et une de ces fonctions, c'est justement fondamental. Enfin, cette fonction, pardon, c'est justement une des fondamentales du vivant. Et certains chercheurs pensent que c'est un des premiers systèmes de communication cellulaire qui serait apparu dans l'évolution. Avant les hormones, avant les neurotransmetteurs, on avait tout simplement la contrainte mécanique. Mais la question, ça va être comment cette cellule, elle peut sentir une force. Parce que c'est juste une cellule, théoriquement, pour nous. Et ben, une cellule, c'est une structure microscopique, certes, qui est entourée d'une membrane, donc lipidique, etc., etc. Ça vous rappellera vos cours du lycée. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il faut manger des lipides. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des petites questions là-dessus, à écouter le podcast où on parle de tout ce qui est lipides. Donc, on revient à notre podcast du jour. Donc, notre cellule n'a pas de récepteur sensoriel comme la peau. Et pourtant, quand on court, les cellules osseuses savent qu'on court. Quand on soulève une charge, les cellules musculaires et tendineuses savent que c'est cette charge-là. Eh bien, la réponse, elle est dans la structure même de la cellule. Et pour comprendre, il faut qu'on aille un peu plus loin. Donc, premier acteur, ça va être la matrice extracellulaire. Qu'est-ce que c'est que ce gros charabia? La matrice extracellulaire, c'est le tissu qui va venir entourer et supporter les cellules. Donc, matrice, supposons que c'est un truc, extracellulaire, c'est à l'extérieur de la cellule. Donc, ce truc, c'est ça qui va recevoir en premier les contraintes mécaniques extérieures. Donc, quand vous courez, c'est cette matrice qui va sentir, entre guillemets, les vibrations. Donc, dans un tendon, c'est essentiellement du collagène. Dans un os, c'est du collagène qui est minéralisé. Et dans du cartilage, ce sont des protéoglycanes et du collagène. Et cette matrice, c'est pas juste un support passif, c'est donc une interface de transmission de la force. On a un deuxième acteur derrière. Il y a ce qu'on appelle les intégrines. Oui, il y aura quelques mots scientifiques, mais je peux pas les simplifier, je peux pas les vulgariser. Donc, les intégrines, c'est la pièce maîtresse du système. Ce sont des protéines qui sont transmembranaires. Donc, elles vont traverser la membrane cellulaire, d'où le transmembranaire. D'un côté, elles se lient à la matrice extracellulaire, donc le truc qui est à l'extérieur de la cellule. Et de l'autre côté, à l'intérieur de la cellule, elles vont se connecter au cytosquelette. Donc ça, c'est le squelette intérieur de la cellule. Oui, vos cellules ont un squelette, si jamais. Et donc les intégrines vont faire le pont entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Donc quand la matrice extracellulaire est déformée par une contrainte mécanique, les intégrines vont le sentir, le transmettre à l'intérieur de la cellule. Et le troisième acteur, c'est ce fameux cytosquelette dont on a parlé juste avant. C'est cette armature interne de la cellule. C'est un réseau de filaments, d'actines, de microtubules et de filaments intermédiaires. Donc tout ça, c'est du charabia. Mais imaginez qu'il y a, un réseau de métro parisien à l'intérieur de votre cellule en 3D. Ok? Ou plutôt le métro de Tokyo. Si vous allez sur Google, que vous le tapez sur le métro de Tokyo en 3D, ça vous donnera un petit peu une idée. Donc comme s'il y avait des tubes qui allaient un peu vers le haut de la cellule, un peu vers le bas, à droite, à gauche, en haut, en bas, et qui vont la faire tenir. C'est pas juste un squelette passif, c'est un réseau dynamique qui est en tension et qui est capable lui-même de transmettre des forces mécaniques jusqu'au noyau de la cellule, donc jusqu'à l'ADN, pour qu'ensuite il y ait tout un schmilblick qui se fasse et que votre cellule réponde via la création de l'ADN, via la lecture de l'ADN. Ouh là là, c'est dur aujourd'hui. Via la lecture de l'ADN et viennent faire évoluer la cellule. Donc grosso modo, si on récapitule, vous avez une contrainte externe, je cours, qui va avoir un impact sur la matrice extracellulaire, donc l'extérieur des cellules, ce dans quoi les cellules sont noyées. Ça va envoyer un message via les intégrines à l'intérieur de la cellule, au cytosquelette, qui va envoyer un message au noyau, qui va ensuite donner lieu à une expression génique ou génétique. Peu importe, on s'en fiche. Et ça, c'est le cœur de la mécanotransduction. Et là, vous vous dites, mais c'est fantastique. Donc, grosso modo, quand je cours, la vibration, elle se transmet pas uniquement à l'os, mais elle va à l'intérieur de chaque cellule qui est mise en tension. Et ben, c'est exactement ça. Et c'est fantastique. Ce qui nous permet d'aller sur la partie numéro 2. Et je viens de faire un 2 avec mes doigts, comme si vous me voyez. Donc, on va parler des mécanismes moléculaires qui sont derrière. Ok ? On a vu que les intégrines, donc, nous permettaient de détecter les forces, entre guillemets, et de les transmettre à l'intérieur de la cellule. Et il y a une autre manière pour les cellules de détecter les forces mécaniques, ce sont les canaux ioniques mécanosensibles. Oui, donc on va revenir un petit peu dans tout ce qui était cours du lycée.
posez-vous, accrochez-vous, c'est pas le moment de faire autre chose. On est parti. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, au lycée, on a vu les canaux ioniques. Donc, ce sont des protéines qui forment des pores dans la membrane cellulaire, donc des trous, qui permettent à des ions, comme le calcium, le sodium ou le potassium, d'entrer ou de sortir. Ok ? Les ions, ce sont des molécules avec une charge positive ou négative, si jamais. Et bien, certains de ces canaux s'ouvrent ou se ferment directement en réponse à une déformation mécanique de la membrane, de la cellule. Donc par exemple, aujourd'hui, le plus étudié, il s'appelle piezo 1. Et ce canal, piezo 1, il va s'ouvrir quand la membrane elle est étirée ou comprimée. Et à ce moment-là, il va libérer un flux de calcium à l'intérieur de la cellule. Et ce flux de calcium, c'est un signal. Et c'est un signal qui va déclencher derrière une cascade de réactions biochimiques à l'intérieur de la cellule. Donc, votre calcium qui est intracellulaire, il va agir un petit peu comme une alarme. Et quand il entre en grande quantité, la cellule, elle va savoir que quelque chose se passe et donc elle va réagir. Il faut savoir que piezo 1, il a été découvert assez récemment et que ce sont des travaux qui ont conduit à sa caractérisation, qui ont valu le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 2021 à Ardem Patapoutian. Voilà, ça c'est la petite info à caler au repas de Noël. Vous la notez, vous la mettez dans un coin de votre tête, dans un coin du GSM, du téléphone, et c'est tout. Donc si vous retenez, c'est que les canaux mécanosensibles, ils vont permettre l'entrée donc d'ions dans la cellule, et la cellule, quand elle sait qu'il y a un certain flux de cet ion qui rentre, c'est que quelque chose se passe. Ok ? Ensuite, on a les voies de signalisation en aval. Donc, une fois que le signal mécanique il est capté, que ce soit via des intégrines ou via nos canaux mécanosensibles. Donc ça, il va falloir le traduire en réponse biologique, concrète. Parce que c'est bien quand votre téléphone sonne, mais après, il faut décrocher. Et donc là, on va rentrer dans le monde des cascades de signalisation. Et c'est peut-être pour ça que j'ai galéré en médecine avec mes cours. Donc, on a la voie FAK. F-A-K pour focal adhésion kinase. Adhesion kinase. Et l'accent anglais, on est français. Donc la FAK, c'est une enzyme qui est associée au point de contact entre les intégrines et le cytosquelette. D'ailleurs, FAK, ça fait un petit peu penser au FARC, la milice là en Bolivie, je crois. Bon, bref, pardon, je divague. C'était en Bolivie ? Peu importe. Donc, quand les intégrines sont activées mécaniquement, la FAK, elle, va s'activer à son tour et elle va déclencher une cascade qui va pouvoir mener à une prolifération cellulaire, à la survie cellulaire ou à la réorganisation du cytosquelette. Ok ? Ensuite, on a une autre voie de signalisation, la voie MAPK ou ERK. Voilà, ça commence à devenir sympa, quoi. Retenez pas les noms, ce qui est intéressant, comme dit, c'est le concept général. Donc cette voie MAPK et ERK, c'est une voie de signalisation classique qui va être activée dans des dizaines de contextes différents, que ce soit du stress, des facteurs de croissance ou une contrainte mécanique, puisque c'est encore une fois ce qui nous intéresse. Et cette voie va aboutir souvent à des modifications de l'expression génique. Si on vulgarise, grosso modo, elle va venir changer quels gènes vont être lus dans le noyau. Ok ? Donc en fonction de ce que vous lui mettez dans la tronche à la cellule, elle va se développer différemment. Et ça, c'est le cœur de la mécanotransduction. Ensuite, on a une autre voie qui est la voie YAP ou TAZ pour TAZ. Voilà. Bon, là, c'est Disney qui a dû prendre des parts dans la biologie. Donc, les capteurs mécaniques du noyau, c'est cela. C'est peut-être la découverte la plus structurante des 15 dernières années. Donc, YAPK et TAZ, on dirait tic et tac, ce sont des facteurs de transcription. Donc, des protéines qui vont réguler quels gènes sont exprimés. Et leur activité, elle est directement régulée par des signaux mécaniques. Encore une fois, dans une cellule qui est soumise à une contrainte élevée, donc dans un tissu rigide ou sous tension, YAPTase migre dans le noyau et active des gènes qui sont liés à la croissance, à la prolifération et au remodelage tissulaire. Donc, dans une cellule qui n'est pas sollicitée mécaniquement, YAPTase, il reste à l'extérieur du noyau, dans la cellule, dans le cytoplasme, il reste inactif. Et ensuite, quand on leur met un petit peu 2-3 points dans la tronche, hop, il passe dans le noyau,
et ils disent on va faire ça, on va faire ça et on va faire ça. Donc ce système IAPTAS, il est maintenant au cœur de la recherche sur la régénération tissulaire, notamment pour le cancer. Ok, parce que les cellules tumorales vont détourner ces voies et bien sûr, c'est pas forcément ce qu'on veut. Mais c'est aussi intéressant dans le cadre de la physiologie de l'exercice. Donc voilà pour l'avoir un petit peu biologie, physique, chimie, enfin pas physique, chimie, mais biochimie plutôt. Mais ce que ça veut dire concrètement, et c'est là que ça vous intéresse, donc là vous pouvez réécouter. Donc c'est que ces mécanismes, tous ensemble, ils vont permettre à chaque tissu de s'adapter à son environnement mécanique. Un os qui reçoit régulièrement des contraintes de compression va activer ses ostéoblastes. Si vous ne savez pas ce que c'est les ostéoblastes, on vous invite à écouter le podcast sur les non-os qu'on a fait il y a quelques semaines. Et ensuite, vous revenez nous voir ici. Donc, les cellules qui fabriquent de la matière osseuse, ces ostéoblastes, via les voies de signalisation. Un os qui n'est jamais sollicité va voir ses ostéoblastes ralentir. Et les ostéoclastes, donc c'est ceux qui vont détruire la matière osseuse, vont prendre le dessus. Et c'est pour ça qu'un astronaute qui passe 6 mois en apesanteur, il va perdre en densité osseuse de manière significative. Pas parce qu'il est malade, pas parce qu'il a quoi que ce soit, mais juste parce que ses os ne vont plus recevoir de contraintes mécaniques dues à la gravité, qui vont lui en dire de maintenir leur masse. Et c'est exactement pour ça qu'un athlète de haut niveau a des os plus denses qu'une personne sédentaire qui passe sa vie à jouer à Candy Crush. Et c'est là où la contrainte mécanique, via notre mécanotransduction, a activé les bonnes voies au bon moment et suffisamment souvent pour que les os se renforcent et l'ensemble du corps par voie de conséquence. Ok ? Donc ça, c'est pour la partie 2. C'est le petit reminder. Grosso modo, vos cellules, elles captent les infos de plusieurs manières. Donc soit via les intégrines, donc la transmission de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur par un espèce de squelette, soit par différentes voies de signalisation de la même manière, qui vont être transmises à l'intérieur du noyau de la cellule, mais de manière plus chimique. Ok ? Bon, tout ça c'est pour la théorie. En pratique, qu'est-ce que ça donne ? Ok ? Et on en a parlé de la tendinopathie, parce que c'est assez récurrent, et justement. La tendinopathie, c'est une pathologie au niveau du tendon. Et pendant longtemps, on l'a traité avec du repos. Et ça, c'était de la merde. Voilà, il n'y a pas de... C'est de la merde. Le raisonnement, il était simple, puisqu'on se disait que le tendon est abîmé, donc on doit éviter de retaper dessus. Sauf que c'est un raisonnement qui est biologiquement faux. Voilà. Et la mécanotransduction va nous expliquer pourquoi. Parce qu'un tendon qui est au repos, il ne va plus recevoir les signaux mécaniques. Donc, les ténocytes, donc c'est les cellules du tendon, elles ont besoin, pour maintenir et remodeler la structure, de collagène. Sauf que, sans contrainte mécanique, la synthèse de collagène diminue. C'est comme pour le nonos de l'astronaute quand il n'est pas sur Terre. Parce que quand il est sur Terre, il y a de la gravité. Donc, la qualité de la matrice extracellulaire, en grosso modo la qualité du tendon, se dégrade. Et le tendon, il devient moins capable de supporter des charges futures. Et c'est exactement le paradoxe de la tendinopathie maltraitée. Parce que le repos va aggraver la capacité adaptative du tissu. Grosso modo, si vous avez une tendinopathie et que vous mettez au repos, ça va être encore plus la merde que si vous continuez de bouger un petit peu. Voilà, c'est très vulgarisé, c'est très vulgaire, mais au moins ça fonctionne. Donc aujourd'hui, le gold standard de rééducation pour un tendon, c'est ce qu'on a dit précédemment, c'est le travail en charge progressive, avec des exercices excentriques ou isométriques, pas parce qu'on étire le tendon, mais parce qu'on lui apporte tout simplement la contrainte mécanique dont il a besoin pour activer ses ténocytes via la fameuse mécanotransduction. Et donc tout ça pour stimuler la synthèse de collagène, d'un collagène de qualité. Parce que sinon, le corps va juste combler l'espace avec de la mierda, mais avec des tissus qui ne sont pas adaptés et qui vont péter au prochain déménagement de Mamie Ginette parce qu'elle va en EHPAD, ok ? Et qu'il faut vendre la machine à laver à Gustave au bout de la rue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mécanothérapie, donc la thérapie par la mécanique, ok ? Et si vous voulez plus d'infos, forcément, il y a un podcast sur le tendon. Eh oui, vous connaissez la logique maintenant. Au bout d'un moment, on commence à se répéter. On a parlé du tendon, et forcément, on va reparler de l'os. Et c'est la même logique, on se répète, mais après une fracture, ou par exemple dans les cas d'ostéoporose, le repos, c'est pas la solution.
Oui, on répète, mais bon, à force, ça finira peut-être par rentrer. Hein. C'est comme les gosses, hein. Les adultes, c'est des grands enfants, finalement. Bon, pardon. Les protocoles de mise en charge progressive, donc quand ils sont dosés soigneusement, hein, on est d'accord, c'est de la, comment dire, c'est de l'orfèvrerie, en fait, la rééduque. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc, la mise en charge va stimuler la mécanotransduction, et donc la prolifération des ostéoblastes, et donc le dépôt de matière osseuse au niveau de l'os. Ok. Et il y a même des recherches qui sont pas forcément très intéressantes, puisque c'est de la médecine, sur des vibrations de basse amplitude et de haute fréquence, ce qu'on appelle le LMHF, le Low Magnitude High Frequency. Yeah, my English is really good. I know. Donc, ces recherches ont montré que des effets sur la densité osseuse, justement via l'activation de voies de mécano de transduction, sans nécessiter des charges forcément extrêmement élevées. Donc c'est une piste qui peut être prometteuse, notamment pour des populations qui ne peuvent pas s'entraîner avec des charges lourdes. Parce que, à la base, la mécanotransduction se fait justement avec des charges qui sont relativement importantes. Et si vous n'avez pas de charge importante, votre corps ne va pas chercher à s'adapter. Ok ? Et comme d'habitude, on a parlé du tendon de l'os. Qu'est-ce qu'il nous faut? On revient aux muscles, aux steaks, aux biceps. Donc, parce que c'est souvent le premier tissu auquel on pense quand on parle d'adaptation à l'entraînement, ce pump après la salle, c'est ça qui est bon. Et l'hypertrophie musculaire, donc la croissance du muscle, c'est justement le processus de mécanotransduction par excellence, et c'est celui qui vous parlera clairement le plus. Donc quand une fibre musculaire est soumise à une tension élevée pendant la contraction, ces cellules satellites, donc c'est des cellules souches musculaires qui sont autour des cellules classiques, et si jamais on vous invite à écouter le podcast sur le muscle pour mieux comprendre de quoi on parle, ces cellules satellites, elles sont activées via des signaux mécaniques. À ce moment-là, elles vont forcément, maintenant vous connaissez la musique, proliférer, se fusionner avec des cellules, des fibres existantes et contribuer à l'augmentation du volume et de la force musculaire. Puisque comme on en a déjà parlé, la voie mTOR, on en répète, on se répète, notamment via la leucine, donc c'est aussi une cible de la mécanotransduction. La tension mécanique qu'on va mettre sur les fibres musculaires, donc le fait de tirer dessus en faisant du sport, tout simplement, va activer une voie, donc on appelle mTOR, qui est indépendante des signaux nutritionnels. Et c'est pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui, une charge mécanique suffisante est en elle-même un signal anabolique, indépendamment de ce qu'on bouffe, indépendamment des protéines que nous ingérons. Donc de ce qu'on bouffe, voilà. Bon. C'est pas à dire que la nutrition ne compte pas, elle compte énormément, mais ça veut dire que la tension mécanique est elle-même une information. Donc elle dit à la cellule, tu es sollicité, tu dois t'adapter pour que la prochaine fois, tu sois pas à la ramasse. Et ça, c'est valable pour l'os, c'est valable pour le muscle, c'est valable pour le tendon, c'est valable pour tout votre corps. Si jamais c'était pas clair. Ok ? Et ça nous amène à un point capital pour la pratique, c'est que cette mécanotransduction, elle est spécifique. Une cellule répond à la nature exacte de la contrainte qu'elle reçoit. Que ce soit la direction de la force, que ce soit l'amplitude, que ce soit la fréquence, que ce soit la durée. L'ensemble des éléments, l'ensemble des paramètres va avoir un impact spécifique sur chaque tissu. Un tendon qui est sollicité principalement en traction sera optimisé pour la traction. Un os qui est soumis à des contraintes de compression sera optimisé pour, c'est là, vous avez écouté, la compression. Un muscle qui est entraîné en excentrique aura des adaptations différentes d'un muscle qui est entraîné uniquement en concentrique, par exemple. Et ça, c'est la base biologique du principe de spécificité en entraînement. C'est pas une règle empirique. C'est juste la réalité. C'est juste ce qui se passe dans votre corps quand vous faites quelque chose. D'ailleurs, c'est aussi valable dans votre quotidien. C'est valable quand vous faites du sport, mais tout ce que vous faites dans votre quotidien a un impact sur vos cellules. Au passage, c'est l'extrapolation logique. Puisque les cellules s'adaptent leur phénotype à l'historique mécanique qu'elles ont vécu. L'historique mécanique complet et général, ok ? Depuis que vous êtes petit.
Et ça a des implications directes dans la rééducation. Parce que si on veut qu'un tendon soit capable de supporter les contraintes de la course à pied, eh ben, on doit l'entraîner à avoir des contraintes proches de la course à pied. Si on veut qu'un os supporte des impacts, on va lui donner des impacts. Le tissu s'adapte tout simplement à ce qu'il vit et pas à ce qu'on imagine qu'il va vivre. Ok ? Voilà. Je pense que c'est pas mal comme petite conclusion là. Mais ensuite, ça c'est pour la partie application pratique. Sauf que ces applications ont parfois quelques petits problèmes, et notamment chez les sportifs, des problèmes de dose. Et c'est le point peut-être le plus délicat. On a dit que la rééduque, c'était de l'orfèvrerie, c'était du chirurgical, parce que la mécanotransduction, c'est pas une porte qu'on va ouvrir à l'infini, et ben justement, ça nous apporte la question de la dose. On va pas prendre 5 rails de coke d'un moment, ok ? On prend un rail, puis un deuxième, petit à petit dans la soirée. Je devrais peut-être pas dire ça. Mais bref. Donc la dose, c'est que si on en prend trop peu de la coke, eh ben on n'a pas les effets. Et si on en prend trop, eh ben ça va faire comme dans le Loup de Wall Street avec la Countach. Et franchement, c'est dommage pour le Lamborghini. Collection quand même. Donc on l'a évoqué, sans contrainte mécanique suffisante. Oui, on revient un petit peu à notre sujet. Donc les signaux de mécanotransduction vont s'éteindre. Les cellules vont recevoir Entschuldigung, le message inverse. Entschuldigung, ça veut dire, excusez-moi, pour les non-deutschophones. Donc, si on fait rien, la cellule, elle va dire, bon, j'ai pas besoin de maintenir la structure, donc je la vire. Donc, c'est l'atrophie de désuétude, grosso modo. C'est la perte osseuse qu'on a vue précédemment chez l'astronaute, où une personne qui ne fait pas de sport va petit à petit, ou qui a fait du sport et qui va arrêter, par exemple parce qu'elle a une fracture, et ben elle va perdre sa masse musculaire. Et donc, c'est le tendon qui dégénère, par exemple, avec faute de stimulus. Le corps ne maintient que ce qu'il utilise. Et c'est juste une logique d'économie biologique. C'est parfaitement sensé. Construire et maintenir des tissus coûte de l'énergie. Si ces tissus ne servent pas, l'organisme, il va réduire cet investissement, puisqu'il n'en a plus l'usage. C'est logique. À l'inverse, si on en prend trop, une contrainte excessive, que ce soit l'amplitude, la répétition ou un tissu qui n'a pas été préparé, on va dépasser la capacité de réponse à la contrainte. Grosso modo, c'est comme si vous essayiez de tirer un camion avec une Twingo. Ouais, ça marche pas, ok ? Donc les cellules peuvent activer des voies pro-inflammatoires. Les structures de collagène peuvent être endommagées plus vite qu'elles ne sont synthétisées. Et les mécanismes de réparation sont complètement débordés. Ok ? C'est le cas dans les blessures de surcharge. Donc ça, c'est les fractures de stress, les tendinopathies réactives, les lésions musculaires répétitives. C'est pas un manque de stimulus, c'est un excès de stimulus sur un tissu qui est juste insuffisamment réparé. Et entre le trop peu et le trop, on a le juste milieu. La fenêtre adaptative, cet espace où le corps a la dose pour évoluer. Et bien c'est ça. C'est une fenêtre de chargement optimale, dans laquelle la contrainte mécanique va générer des réponses qui sont adaptatives, sans dépasser les capacités de réparation du corps. Et c'est justement dans cette petite fenêtre d'opération que s'opère ce qu'on a appelé dans le podcast précédent, à savoir l'antifragilité. Et la contrainte optimale, elle active les voies de mécanotransduction, elle va générer une réponse anabolique, et à ce moment-là, le tissu, il sort plus fort de l'épisode de l'entraînement. Ok ? Est-ce que vous captez le truc ? Donc cette fenêtre, par contre, elle n'est pas fixe, et elle va évoluer avec l'entraînement. Elle va varier selon les individus, selon l'âge, selon le statut hormonal, selon le dodo que vous avez, selon ce que vous mangez. Et elle va se déplacer au fur et à mesure que le tissu s'adapte. Et c'est ça qui est fantastique. Et c'est ça qui est magique. Qu'est-ce qu'on est bien foutu quand même. C'est pour ça, que la progressivité, c'est pas un principe arbitraire qui est inventé par les entraîneurs. C'est juste le respect inconscient qu'on a de la biologie de cette mécanotransduction. On donne aux tissus le temps de modifier leur phénotype, d'up-réguler leurs récepteurs et de renforcer leur matrice, avant d'en demander plus qu'ils ne sont capables de nous offrir. Si on va trop vite, c'est ce moment où on va dépasser la fenêtre avant que le tissu ait le temps de se réparer.
Et c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire sur Instagram dans les différents posts. Ben oui. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir retenir de tout ça, de tout ce petit charabia, de toutes ces voies de signalisation, de ces intégrines, de ces voies FAK, de ces voies mTOR et tutti quanti. Ok? Alors, petit récap. On a fait le tour et on prend quelques secondes pour réassembler, pour faire un petit bilan. Donc, la mécanotransduction, c'est juste le langage que nos cellules vont utiliser pour lire leur environnement mécanique et décider derrière comment elles vont s'adapter à celui-ci. On a nos intégrines qui captent les déformations de la matrice extracellulaire. On a nos canaux, donc comme le piezo 1, qui vont s'ouvrir et sous la contrainte libérer du calcium. On a aussi nos facteurs, donc le YAPTase, qui vont migrer dans le noyau et changer l'expression des gènes. Et en plus de ça, on a des voies comme mTOR ou FAK qui orchestrent la construction, le remodelage et l'adaptation. Et tout ça pourquoi? Concrètement, premièrement, le repos absolu, c'est pas la bonne réponse. Quasiment jamais, ok? Les tissus ont besoin de contraintes mécaniques pour maintenir leur structure et leur capacité adaptative. La question, c'est pas est-ce que je charge? La question, c'est juste comment je charge intelligemment, sans abuser et sans ne rien faire. Deuxième chose qu'on va retenir, c'est que la progressivité, c'est une nécessité biologique. Et ça, encore une fois, ça vous ramènera à quelques posts Instagram. On vous invite à passer sur le compte Insta d'ailleurs du Ruxflow, à scroller un petit peu. Il y a quelques dizaines de posts qui ont déjà été mis et je pense que la plupart vous parleront si vous êtes en train d'écouter ce podcast. On revient à notre deuxième point. Donc, il faut respecter le temps dont les cellules ont besoin pour remodeler leur phénotype et élargir leur fenêtre de tolérance. Et troisièmement, c'est que le corps, ce n'est pas un stock de pièces détachées qui s'usent. C'est un système qui va s'adapter à la demande. Donc, une contrainte qui est bien dosée, qui est bien construite, c'est ça la clé. Et l'absence de contrainte, par contre, va détruire. L'excès de contrainte va blesser, va détruire d'une autre manière. Et la biologie est juste claire et limpide là-dessus. Et donc, si on regarde tout ça à travers le prisme de l'épisode précédent sur l'antifragilité, sur celui de la résilience, on voit maintenant que le concept, c'est pas juste une métaphore, mais que le concept, c'est une réalité moléculaire. Que le stress mécanique, lorsqu'il est bien calibré, il va tout simplement activer des voies de signalisation qui vont fabriquer un tissu plus robuste que celui qui existait avant. Et c'est là où Nassim Taleb, donc l'auteur du livre sur l'antifragilité, a eu une petite intuition, c'est que la mécanotransduction, c'est le mécanisme de l'antifragilité. Et ce sera le petit mot de la fin. On vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il a répondu à nombre de vos questions et que maintenant vous comprenez un peu mieux ce que vous devez faire et dans quelle fenêtre vous devez agir. Encore une fois, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, quelques suggestions, à vous abonner au compte Instagram, à vous abonner au compte du podcast. Et puis on se retrouve forcément la semaine prochaine pour un nouveau podcast. On se fait une petite bise et à bientôt.